Je m'appelle Polly. J'étais assise en haut de l'escalier, à l'abri des regards. Je les entendais dans la cuisine, leurs voix s'emmêlaient comme des lacets noués. Maman et Franck, le type qui a débarqué dans nos vies comme une sorte de Superman de bas étage, sans la cape et toutes les bonnes choses. Franck, c'est ma fille. J'ai entendu maman dire, un tremblement se glissant dans sa voix, comme si elle essayait de le contourner sur la pointe des pieds. Écoute, Sheila, je n'ai pas signé pour ça, tu sais. C'est déjà bien assez que je doive faire face au désordre de cet endroit, et en plus tu cuisines. Il a grogné si fort que j'ai pu entendre ses paroles clairement comme le jour. Maintenant, j'ai mon propre enfant en route, et je dois penser à ça, pas à ça, ça. Dis-le, l'a défié maman, plus doucement maintenant. Dis ce que tu veux dire, Franck. Et elle renifle. Pas cette sangsue qui nous colle au basque. Qu'est-ce qu'elle est, hein? Juste une bouche à nourrir. Quelqu'un avec qui je n'ai aucun lien. Il faut qu'elle s'en aille. Maman expire longuement et douloureusement, comme si l'air lui-même était lourd de regrets. Mais où irait-elle? J'avais l'impression que mon cœur était un punching ball, et Franck était le genre de type qui ne savait pas quand arrêter de frapper. Était sa tante? La sœur du défunt, comment s'appelle-t-il? Linda, mais. Pas de mais, Sheila. Gise, vous êtes toujours si doux. Elle fait partie de la famille, non? Laisse-la s'occuper de l'enfant. Il y eut un bip discret lorsque quelqu'un appuya sur un numéro de téléphone, et mes oreilles se tendirent pour entendre la suite. Oui, bonjour Linda? C'est Franck. Oui, tu es sur le point de me rendre service. J'ai un petit problème. Eh bien, non, pas un problème de santé. C'est à propos de l'enfant, la fille de Sheila. J'ai fermé les yeux, souhaitant disparaître dans la moquette usée. Oui, Polly, dit Franck d'une voix bourrue et impatiente. Écoute, voilà le marché. Elle vient vivre avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ne t'inquiète pas. Elle est pratiquement invisible de toute façon. On ne saura même pas qu'elle est là. J'ai entendu maman traîner les pieds, comme si elle faisait les 100 pas ou s'agitait, probablement en se tordant les mains comme elle le faisait lorsqu'elle était bouleversée par quelque chose. Linda, c'est Sheila. Oui, je sais. Nous sommes dans une situation difficile. Je ne peux pas, avec le bébé qui arrive. Et la voix suivante, celle de tante Linda, lui coupa la parole, tranchante et froide comme les couteaux qu'elle utilisait pour préparer ses rôtis trop cuits. C'est bon. Je vais la prendre. Mais je ne fais pas de charité ici, Sheila. Tu ferais mieux de continuer à envoyer des chèques. Je pouvais presque voir maman en charpie, même de là où j'étais assise. C'est fait, sachant que le reste de mes affaires dans ce sac de voyage n'était pas aussi important que ces chèques à tante Linda. Des pas se sont dirigés vers l'escalier et je me suis précipitée dans ma chambre, les battements de mon cœur battant si fort dans ma poitrine qu'ils ont failli étouffer le bruit des adieux qui se profilaient à l'horizon. Maman a frappé doucement, comme si la force de sa main pouvait me briser. Chérie. Elle a commencé, poussant la porte, son visage s'est déformé d'une manière qui vous a fait comprendre que je suis désolée avant même qu'un mot ne sorte de ses lèvres. Tu vas rester un peu avec tante Linda. Je suis restée là, les bras serrés autour de ce sac de voyage, comme si c'était la seule chose qu'il me restait dans ce monde désolé. Parce que, peut-être, c'était le cas. En jetant un coup d'œil à la chambre qui avait été la mienne, je suis sortie dans la pénombre du couloir, maman traînant derrière moi comme une ombre que j'aurais aimé pouvoir secouer. Je ne me suis même pas retournée pour la regarder, alors que je franchissais la porte d'entrée. C'était plus facile ainsi. Debout sous le porche, tante Linda m'a regardé de haut en bas tandis que je serrais mon sac de voyage, chaque seconde s'étirant comme la nôtre. Alors tu es là, Polly. Elle parla enfin, les mots étaient plats et durs. Bonjour, tante Linda. J'ai réussi à marmonner, en essayant de garder une voix stable. Ne reste pas planté là, apporte tes affaires. Mais n'oublie pas que je suis très stricte. Tu suivras mes règles sous mon toit, dit-elle en tournant les talons et en se dirigeant vers l'intérieur. Je l'ai suivie dans la maison, qui avait la chaleur d'un glaçon. Première règle, pas de chaussures dans la maison.
Il faut se garer près de la porte. Et ne t'avise pas de traîner la moindre saleté. Je tiens à ce que ma maison soit propre. J'ai acquiescé, j'ai enlevé mes chaussures de sport et je les ai laissées près de l'entrée. Deuxième règle, extinction des feux à 9 heures les soirs d'école. Je ne tolérerai pas que l'on se promène ou que l'on fasse des bêtises tard dans la nuit. Elle continua, cochant ses règles sur ses doigts au fur et à mesure. D'accord, dis-je, ma voix dépassant à peine un murmure. Troisième règle, ne répondez pas. Ne me posez pas de questions. Fais ce qu'on te dit, vite et sans faire d'histoire. Sa maison était comme un musée, tout était à sa place et rien ne dépassait. Le salon semblait à peine habité. Les canapés étaient recouverts de housse en plastique et je parierais mon dernier dollar qu'on ne s'y était jamais assis. Linda a croisé mon regard et a craqué. C'est pour se protéger, pas pour s'asseoir. Que Dieu te vienne en aide si je les froisse. Je me suis contentée de hocher la tête, essayant d'assimiler tout cela. Quelques jours plus tard, j'avais l'impression de marcher sur des œufs prêts à exploser. Je passais mon temps à essayer d'être invisible, espérant que cela me sauverait de sa langue acérée. Un jour, j'ai dérapé, j'ai renversé un peu de lait sur le comptoir. Je l'ai essuyé aussi vite que j'ai pu, mais pas assez vite. Qu'est-ce que c'est que ça? Une flaque d'eau? Tante Linda était apparue comme un murmure, et sa voix était comme le tonnerre. Gaspiller de la nourriture et faire du désordre. J'ai compris, tante Linda. C'est propre maintenant. Je lui ai montré le chiffon, essayant de prouver que ce n'était qu'un petit déversement. Tu crois qu'un chiffon et des excuses arrangent tout? Tu crois que j'ai du temps et de l'argent à gaspiller pour ta maladresse? J'ai commencé, mais elle m'a interrompu d'un geste de la main. Comme si j'avais besoin de plus de problèmes. Ta mère t'envoie ici, comme si je n'avais rien de mieux à faire. Elle a grommelé. Même ta propre mère ne voulait pas de toi, alors pourquoi devrais-je le faire? Ces mots m'ont frappé en pleine poitrine. J'y suis restée là, la mâchoire serrée, ravalant la douleur, parce que pleurer ne changerait rien. Je savais que me disputer ne ferait qu'empirer les choses. Les règles étaient claires, et tante Linda était du genre à ne jamais les contourner. Pour personne. Désolé, ça n'arrivera plus, c'est tout ce que j'ai pu dire. Tu as raison, ça n'arrivera plus. Parce que si quelque chose comme ça se reproduit, nous aurons un plus gros problème, tu m'entends? J'ai répondu haut et fort. Ma voix semblait petite, même à mes propres oreilles. Le dîner était silencieux, tante Linda aimait manger sans le bruit de la respiration des autres, semble-t-il. J'essayais de mâcher en silence, faisant chaque geste délibérément, souhaitant disparaître dans ma chambre. Les jours se transformèrent en semaines et les semaines en mois, tous aussi banals les uns que les autres, jusqu'à ce qu'un après-midi, je sois assise sur le tapis de ma chambre. J'étais assise sur la moquette de ma chambre, celle dont le papier peint défraîchi se décollait dans les coins. Ma chambre chez tante Linda n'était qu'une boîte de pluie dans la pile, rien à voir avec mon ancienne chambre chez maman. Tante Linda étant à l'épicerie. J'ai pris le téléphone sans fil sur son socle dans le salon. Mon cœur battait la chamade lorsque j'ai tapé le numéro de maman, une séquence que je connaissais encore par cœur. J'avais passé des années à le composer pour obtenir des plats à emporter, ou lorsqu'il y avait une araignée, trop grosse pour que je puisse m'en occuper seule. Le téléphone a sonné et sonné encore. Au quatrième, elle a décroché. Maman, c'est moi, Polly. J'ai lâché avant que mon courage ne me fasse défaut. Il y eut une pause, une respiration, un soupir. Qu'est-ce que tu veux? C'est juste que tu me manques, tu ne me manques pas. Elle m'a interrompu, la voix glacée. N'appelle plus jamais ici. La ligne s'est coupée. J'y suis restée là, le téléphone à la main, ces mots pesant d'un poids nouveau au creux de mon estomac. Ce n'était pas seulement le rejet qui me piquait, c'était le caractère définitif de la chose. J'espère que c'était important. La voix de tante Linda est venue de derrière moi comme un courant d'air hivernal. Je me suis retournée, effrayée, et le téléphone m'a légèrement échappé. Je voulais juste lui parler, dis-je,
ma voix ne parvenant pas à cacher le tremblement. Elle m'a arraché le téléphone des mains, les yeux bridés. Tu crois que ces appels sont gratuits? Je suis désolé, c'est moi qui paierai. J'ai balbutié, mais je ne savais pas du tout comment faire. Tante Linda a reniflé. Payer? Avec quoi? Non, tu as causé assez d'ennuis. J'en ai fini avec ça, j'en ai fini avec toi. Avant que je puisse plaider, elle était au téléphone, aboyant dans le combiné. Oui, Betty. Préparer une chambre. Elle vient te voir. J'ai à peine eu le temps d'assimiler ces mots que je me suis retrouvée avec un ticket de bus et un sac de sport emballé à la hâte. Elle m'a laissé à l'arrêt de bus avec un hochement de tête et un bon débarras qui m'a suivi dans le bus. J'étais en route pour aller chez ma grand-mère et à mesure que le bus avançait, la ville que je connaissais devenait floue. Je pensais à la voix de maman, ce ton que je n'avais jamais entendu auparavant. J'ai appuyé mon front contre la vitre froide, le ronronnement du moteur contrastant fortement avec la tempête à l'intérieur de moi. Grand-mère vivait dans une ville plus petite, à quelques heures de là, dans une maison aussi vieille, mais 2 fois plus confortable que celle de tante Linda. Elle se tenait sous le porche quand je suis arrivée, les sourcils froncés en signe d'inquiétude. Ça va, Polly? Me demanda-t-elle alors que je montais péniblement les marches. J'ai secoué la tête. Tante Linda m'a renvoyée. Maman ne veut plus me parler. Grand-mère soupire et ouvre grand les bras. Je me suis glissée dans son étreinte, comme si c'était un havre de paix. Les familles peuvent être difficiles, murmura-t-elle. Entre, je vais te faire du thé. Alors que je m'installais à la table de sa cuisine, entourée de l'odeur réconfortante de la cannelle et des pommes, la chaleur de la pièce dégelant mes doigts, j'ai commencé à réaliser quelque chose de difficile. Parfois, l'idée que l'on se fait d'un parent n'est pas ce que l'on obtient. Était peut-être, juste peut-être, que je devais commencer à comprendre comment gérer cela. Le jour où je me suis installée dans la maison de ma grand-mère, j'ai senti que c'était un monde différent. Les murs étaient tapissés de photos de plantes et de paysages, contrairement au musée de chez tante Linda. Grand-mère était déjà dans la cuisine, le cœur de sa maison, et fredonnait un air que je ne reconnaissais pas. Grand-mère, tu as besoin d'aide? J'ai appelé en traînant mon sac à l'intérieur. Sans perdre une miette de son fredonnement, elle a répondu, Na, tu n'as qu'à te mettre à table. Je vais nous préparer de la bouffe. Sa voix était éraillée par les années passées à hurler contre le bruit des machines agricoles, à l'époque où elle s'occupait de la pommeraie familiale. Aujourd'hui, le seul bruit qu'elle supportait était le grincement de la balançoire du porche et le cliquetis de ses vieilles casseroles et poêles. Au fil des semaines, je me suis pliée à ses habitudes. Réveil avant le soleil, aide au petit déjeuner, puis départ pour l'école. Après l'école, aide à la maison, dîner, devoir et coucher. Pas de fioritures, pas de drame. Par un après-midi frisquet, grand-mère me trouva sur la balançoire du porche, l'horizon peint en orange et en rose par le soleil couchant. J'ai quelque chose à te dire, dit-elle en tirant l'autre côté de la balançoire vers le bas avec son poids. J'ai resserré ma prise sur les chaînes de la balançoire. Quoi qu'il en soit, grand-mère n'était pas du genre à tourner autour du pot. Tu ne vas pas rester ici, tu sais. Ce n'est pas temporaire. Elle m'a tendu des papiers. Je l'ai fait et je l'ai rendu officiel. Tu es à moi maintenant, pour de bon. J'ai parcouru les papiers. Des mots comme garde et tutelle m'ont sauté aux yeux. Elle l'avait fait. Pourquoi as-tu fait ça, grand-mère? Pour moi, c'était un fardeau, plus d'ennui qu'une adolescente n'en valait la peine. Parce que tu es du sang, petite. Plus que ça. Tu as de l'esprit. N'oublie pas que la tendresse se cache derrière la force. Elle répéta son vieux dicton et se tapa la poitrine. C'est ici que tu dois être le plus fort. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, la balançoire grinçant sous nos pieds, le ciel s'assombrissant. J'ai laissé ces mots m'envelopper comme les couettes de mon nouveau lit à l'étage. Merci, mamie. Ai-je finalement dit. C'était tout. Merci. Même à mes propres oreilles, ça sonnait faux. Eh bien, ne me remercie pas encore. Demain, tu devras arracher des mauvaises herbes supplémentaires, ne t'y trompe pas. Son ton était enjoué,
mais je savais qu'elle m'en tiendrait rigueur. Assise sur la balançoire, quelques jours après mes 16 ans. Je pouvais voir que la maison de grand-mère n'était pas seulement un havre de paix. C'était une ligne de départ. Et avec son soutien, j'étais enfin prête à faire ma course. Le soleil du matin n'avait pas encore percé le ciel que grand-mère donnait un coup de pied au bas de mon lit. Lève-toi et brille, Doc. Elle a aboyé, comme tous les matins depuis que j'ai commencé l'école de médecine. J'ai gémi, ma main cherchant le réveil. Et elle ne fait même pas jour, mamie. Le monde n'attend pas la lumière. Les vaches ne se traient pas toutes seules. Les patients ne se soignent pas tout seuls non plus. Elle n'avait pas de vaches à traire, bien sûr. Il s'agissait de faire passer un message, comme toujours. Les après-midi à l'hôpital se résument à des murs blancs et à des moniteurs qui bipent. À mon retour, le soir s'était installé et la maison brillait d'une lumière chaude. Comment ça s'est passé? Grand-mère était au fourneau, en train de préparer quelque chose qui sentait le paradis. C'était bon, vraiment bon. Je me suis lavé les mains dans l'évier en la regardant se déplacer dans la cuisine. Dr Klein, permettez-moi d'effectuer une petite intervention. Elle a haussé les sourcils, une cuillère encore à la main dégoulinant de sauce. C'est bien ça? Et qu'est-ce que ça fait? J'ai eu très peur, je l'admets. Mais je l'ai fait, et ça s'est bien passé. C'est parce que tu es un dur à cuire. Elle a préparé le repas et l'a posé sur la petite table de la cuisine. Tu as gagné tes galons aujourd'hui, hein, j'en ai l'impression. J'ai accepté et j'ai plongé dans le dîner. Ensuite, nous nous sommes assis sous le porche, moi avec un livre, elle avec son tricot. La nuit était calme, le seul bruit étant celui des grillons, de temps en temps, celui d'une page tournée ou d'un cliquetis d'aiguille. Tu penses à Ted? Demanda-t-elle à brûle-pourpoint. Ted a été le premier garçon que j'ai ramené à la maison, il y a une éternité. Semble-t-il. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour ça. Je n'ai même pas levé les yeux de mon livre. Les relations demandent du temps et de l'énergie que je n'ai pas. On prend le temps de s'occuper de ce qui est important, a-t-elle rétorqué. Il n'y a pas que le travail et les études dans la vie. Je soupire. Peut-être après mon internat, grand. Elle a hoché la tête, sachant que c'était le mieux que je pouvais lui offrir à ce moment-là. N'oublie pas que la vie est courte. J'ai souri à ces paroles, pensant au nombre de fois où j'avais entendu cela. N'oublie jamais que tu as plus à donner que d'être un bon médecin. Tu as aussi un cœur qui a besoin d'être partagé. C'est de cette manière simple qu'elle m'a permis de garder les pieds sur terre, en me rappelant qu'il y avait un monde en dehors de la médecine et qu'un jour, j'en ferais partie moi aussi. Nous n'avons pas beaucoup parlé après cela. Et la nuit nous a enveloppés, une couverture de paix, tandis que je réfléchissais à un avenir qui me semblait à la fois excitant et terrifiant. Alors que l'horloge tournait vers le lendemain, j'étais sûre d'une chose, quel que soit l'avenir, je l'affronterai. Comme grand-mère me l'a appris. J'aurais dû m'en douter lorsque grand-mère a manqué le petit déjeuner pour le 3e jour consécutif. Ce n'est rien, m'avait-elle dit, sans se soucier de mon inquiétude. Mais rien ne vous laissait pas les épuiser, rien ne vous chuchotait des mensonges d'une voix qui tremblait comme une vieille grange dans la tempête. La nouvelle a frappé comme une brique. C'est un cancer. Le médecin me l'a dit, d'une voix plate comme l'électrocardiogramme, j'aurais aimé que ce soit pour quelqu'un d'autre, n'importe qui d'autre. Vous êtes sérieux? Ai-je demandé, en passant du médecin à grand-mère, qui était assise là, hochant la tête comme si elle l'avait toujours su. C'est aussi sérieux que possible, a dit grand. Elle s'est redressée, sans larmes. Juste avec ce menton carré qui signifiait toujours qu'elle était sérieuse. Et la bataille a été courte et féroce, et malgré tout, elle ne m'a jamais laissé voir qu'elle avait peur. Jusqu'à un matin tranquille où elle a finalement abandonné le combat, le souffle lui échappant dans un doux soupir, comme si elle se glissait dans un bain chaud. Après, la maison m'a semblé vide, comme si quelqu'un en avait retiré le centre et m'avait laissé une coquille. J'ai traversé les funérailles comme quelqu'un d'autre, serrant des mains, acceptant des étreintes, entendant des murmures disant qu'elle t'aimait comme si c'était la sienne. Ils n'ont pas compris, pas vraiment. Ce n'était pas comme si elle m'appartenait,
Elle était tout pour moi. Une fois tout le monde parti, je suis resté en arrière, appuyé sur le marbre frais, fixant le cercueil trop neuf, trop brillant. Laissé seul, j'ai murmuré à grand-mère, comme je le faisais quand il n'y avait qu'elle et moi contre le monde. Je te rendrai fier, je le jure. Le lendemain matin, je me suis retrouvé à l'hôpital, dans un hall stérile qui sentait le désinfectant. Mes mains étaient sûres, mon esprit clair. Ma place était ici. J'avais peut-être perdu grand, mais j'allais en sauver d'autres, continuer à avancer, comme elle l'aurait voulu. En chirurgie, mes mains ne tremblaient pas. La force de grand était en moi. Chaque point de suture était une promesse, un témoignage de son héritage, un héritage d'amour. Un amour qui ne s'arrête pas au dernier souffle, ni dans des salles funéraires silencieuses. C'était l'amour qui vous poussait à aller de l'avant, lorsque la vie vous donnait des coups de pied dans les dents. L'amour qui vous fait redresser les épaules et affronter chaque jour en sachant que vous n'êtes jamais vraiment seul. Maman a toujours eu le sens du drame, comme si elle pouvait sentir l'argent à des kilomètres de distance, et qu'elle arrivait en courant. La sonnette a retenti un dimanche paresseux. M'arrachant aux revues médicales et à une tasse de café. J'ai ouvert la porte et ils étaient là, comme une version tordue d'une photo de réunion de famille. Maman m'a regardé avec ses yeux de faucon, avant même que je puisse dire bonjour, elle était là avec la demande. Tu dois partager, ce n'est que justice. Et la moitié nous revient de droit, dit-elle, la main agitée, comme un oiseau qui essaie de sortir de sa cage. Le beau-père se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, un muscle dans la mâchoire. Il avait ce regard, celui qu'il avait quand il savait que maman avait une idée géniale. Sarah est restée en retrait, sans dire un mot, se contentant de faire défiler son téléphone. Je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai éclaté de rire. Oh toi, pourquoi exactement? La dernière fois que j'ai vérifié, tu m'as mis dehors quand j'avais 11 ans. Les yeux de maman se sont rétrécis jusqu'à devenir des fentes. Nous avons mis un toit sur ta tête, nous t'avons nourri, nous t'avons habillé. Ça doit valoir quelque chose. Vous avez dit habillé? Plutôt des rations et des cadeaux. J'ai croisé les bras, à l'image de mon beau-père. Je n'allais pas me laisser intimider. Mais grand, dit-elle, le mot est presque une insulte. Elle vous a tout laissé, et nous nous débattons ici. Le beau-père fit un pas en avant. Écoutez, donnez-nous ce que nous méritons, et nous pourrons tous nous en sortir pacifiquement. Je secoue la tête, un mélange de colère et d'incrédulité se bousculant dans mes tripes. Mamie ne vous a pas laissé un centime, parce qu'elle savait exactement quel genre de personne vous êtes. D'ailleurs, tu te souviens de toute cette histoire quand j'étais petite, à propos de mes origines? Eh bien, il s'avère que grand m'a adopté quand j'étais bébé, alors légalement, je ne suis même pas obligée de te donner l'heure de la journée, sans parler d'un quelconque héritage. Maman est restée pâle comme un linge. Sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Non. Sarah lève la tête, le visage confus. Qu'est-ce qu'elle dit, maman? Le visage du beau-père s'est transformé en un nuage sombre. Elle dit que nous n'aurons rien du tout. C'est vrai. Je l'ai affirmé. Vous n'aurez rien de moi. Vous le regretterez. Le beau-père a grogné, une veine se creusant dans son cou. Je suis sortie, m'appuyant contre le cadre de la porte, le soleil du matin brûlant dans mon dos. C'est une menace? Demandai-je, mon garçon étant plus agressif que je ne le sentais. Elle a redressé les épaules, mais je n'avais plus 11 ans et je n'avais plus peur. C'est une promesse. Maman lui a attrapé le bras, me jetant un regard qui aurait pu faire cailler le lait. Allons-y. Elle a sifflé. J'y suis retournée à l'intérieur et j'ai fermé la porte, le clic du loquet se faisant entendre dans la maison silencieuse. Grant était parti, mais elle m'avait laissé plus que de l'argent. Elle m'a laissé le courage de leur tenir tête et le sentiment de valeur qu'ils ont essayé de m'enlever. Les voisins m'ont prévenu par un coup de fil. Ils ont pensé que tu devais savoir qu'il y avait des problèmes. Ta mère et son groupe ont installé un campement dans la vieille maison de ta grand-mère. Ils m'ont dit qu'ils étaient inquiets et un peu avides de ragots. Cette maison était la mienne et uniquement la mienne, grand-mère s'en était assurée.
Quel culot de leur part de penser qu'ils pouvaient s'installer là sans que personne ne me le dise. Les gars, dis-je en frappant à la porte plus fort que nécessaire, vous ne pouvez pas vous incruster ici. Ce n'est pas un motel. Maman a ouvert la porte d'un coup sec, un faux sourire plaqué sur le visage. Polly, nous sommes une famille. Elle s'est exclamée, s'appuyant sur le cadre de la porte comme si l'endroit lui appartenait. Le beau-père se profile derrière elle. Le regard moins accueillant. Nous n'allons nulle part. Cette maison est autant la nôtre que la vôtre. Déclara-t-il avec un sourire suffisant qui me fit monter le sang. Je serrai les poings, sentant le poids des clés dans ma poche. Et la maison est à moi, légalement. Tu as un jour pour partir ou j'appelle les flics. Ils ont ri, du genre à vous taper sur les nerfs. Oui, bien sûr, appelez les flics sur votre famille. Ça aura l'air génial. Le beau-père ricane, les bras croisés sur la poitrine. Je ne voulais pas de scène, mais ils ne m'ont pas laissé le choix. Le lendemain matin, ils étaient toujours là, se prélassant comme si l'endroit leur appartenait. C'est à ce moment-là que j'ai appelé. Quand les flics sont arrivés, je pouvais presque sentir le changement dans l'air. Je suis resté là, les bras croisés, à regarder par la fenêtre du salon. Madame, monsieur, vous devez quitter les lieux. Maintenant, dit fermement l'un des officiers, la main posée sur sa ceinture. Mais c'est ma fille, a essayé de plaider la mère, sa voix se transformant en désespoir. Et je suis son beau-père. Le beau-père ajoutait, ce tic dans sa mâchoire, est revenu comme un avis de tempête. Ça n'a pas d'importance. Cette maison ne vous appartient pas, et le propriétaire veut que vous partiez. Le deuxième flic a renchéri en s'avançant. Ils avaient enfin cessé de rire. Je pouvais voir la prise de conscience sur leur visage, la réalité qu'ils ne pouvaient plus se frayer un chemin dans la vie à coups de bulldozer. Je n'ai pas bougé jusqu'à ce que leur voiture ne soit plus qu'une tache au loin, puis je me suis tourné vers la maison vide. J'ai eu l'impression de respirer profondément après avoir passé trop de temps sous l'eau. C'était calme, le genre de paix que l'on ressent lorsqu'une tempête est passée et a laissé un ciel clair dans son sillage. En entrant dans la maison, l'air semblait différent, plus léger. La voix de grand-mère ne résonnait plus comme avant, maintenant elle était dans ma propre tête. Des mots qui arrivaient comme une bombe, s'écrasant sur des années de cicatrices. À chaque pas, je commençais à me réapproprier l'espace. La cuisine, où grand-mère m'a appris à cuisiner, le salon, où elle a soigné mes peines de cœur d'adolescente avec de la crème glacée et de l'amour vache, et sa chambre, où elle priait pour que je trouve ma voie dans un monde qui pouvait être cruel et impitoyable. J'ai fait du café, l'arôme remplissant l'espace, me liant à cette maison, à ce moment. Assise à la table de la cuisine, j'ai levé ma tasse en l'honneur du nouveau jour. La justice a été rendue, et bien rendue.